何よりの喜びとし、その瞬間のためだけに生きよ。それがストライカーだろ。Oyez, oyez, peuple de Konoha, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler de Japanimation et aujourd'hui nous allons nous intéresser au cas de la saison 2 de Blue Lock, une saison qui a été pas mal décriée par son manque d'animation, mais aujourd'hui nous n'allons pas simplement tirer sur l'ambulance, on va plutôt s'intéresser aux autres points que j'ai trouvé particulièrement intéressants dans cette saison 2 et en fin de vidéo je vous partagerai ma version de l'anime Blue Lock parfaite. Ok, nous allons directement commencer cette vidéo en tirant sur l'ambulance en évoquant le cas de l'animation de cette fameuse saison 2. Il faut savoir une chose me concernant, c'est que mon rapport vis-à-vis de cette dernière était assez lointain. Même si j'attendais un tout petit peu cette saison 2, je n'ai vu ni teaser, ni trailer, ni d'image sur les réseaux sociaux. Limite, mon seul rapport avec la saison 2 de Blue Lock, ce sont des commentaires sur les réseaux sociaux qui indiquaient que l'animation était vraiment très compliquée, qu'on était limite sur une succession de diapositives et j'avais extrêmement peur. Des fois, je suis plutôt positif. Je me dis, bon, les gars exagèrent. Non, pas du tout. Cette peur était totalement justifiée. Et par ailleurs, je suis encore traumatisé par la reprise de volée de Ryusei qui est en 2 images par mois tellement le truc était lent. Mais il y a tout de même une chose qu'il faut noter, c'est que même si l'ensemble des épisodes était très moyen pour ne pas dire plus, le dernier épisode m'a totalement régalé, que ce soit visuellement ou en termes de mise en scène. Et sincèrement, si l'animation avait été à la hauteur de ce dernier épisode tout le long, très certainement Blue Lock aurait peut-être fait un braquage en 2024, mais ça n'a pas été le cas. Ça a été tout simplement un désastre visuel et malgré cela, à la fin de chaque épisode, je voulais en voir plus et c'est de ça dont on va parler dans la suite de la vidéo. Alors, le premier point positif que j'aimerais aborder avec vous, c'est tout simplement la relation fraternelle entre Rin et Sae. Et je dois l'avouer, en tant que grand fan de Naruto, je n'ai pu m'empêcher de faire le rapprochement avec la relation Itachi-Sasuke. Parce que selon moi, quel que soit le duo, ils vont suivre exactement le même schéma narratif qu'on pourrait découper en 4 grandes étapes, à savoir l'admiration, l'intégration, la séparation et pour finir, la destruction. Je m'explique. Quelle que soit l'œuvre, on va avoir le petit frère qui est extrêmement admiratif du grand par rapport à son activité principale. Dans le cas de Sae, ça va être le football. Dans le cas d'Itachi, ça va être le fait d'être un bon shinobi. Et donc, cette période d'admiration va nous permettre de voir déjà à quel point le grand frère est très compétent. Mais au bout d'un moment, le petit, à force d'observer, va vouloir imiter le grand. Et cette phase d'imitation va le faire glisser doucement vers cette phase d'intégration. Puisque, ayant vu cette imitation, dans les 2 cas, les grands frères vont se dire, ok, le petit il a du potentiel, je vais le prendre sous mon aile et je vais en faire quelque chose de bien et de fort. Sauf que là, la période d'intégration va nous permettre en tant que téléspectateurs, mais surtout pour les 2 petits frères, de voir à quel point les grands frères peuvent être aimants, protecteurs et aux petits soins avec les petits frères. Sauf qu'au bout d'un moment, le ciel va s'assombrir jusqu'à arriver à la 3e étape, à savoir la séparation. Dans le cas de Sae, ça va être le fait de partir à l'étranger pour pouvoir s'améliorer en foot. Et dans le cas d'Itachi, ça va être le fait de quitter le village de Konoha en laissant une petite surprise à Sasuke. Et le climax de cette séparation, ça va être paradoxalement leur retrouvaille. Puisque dans le cas de Sae, il va dire à Rin, mais qu'est-ce que tu as foutu pendant mon absence? Pourquoi n'as-tu pas progressé? Et là, Rin va péter un câble et va lui dire, mais c'est à cause de toi. Et là, Sae va lui dire, écoute, ne m'utilise pas comme excuse pour pouvoir arrêter le football. Et là, on va avoir un petit parallèle, toujours à mon avis, avec la fameuse phrase d'Itachi qui va avoir vis-à-vis de Sasuke en lui disant « Tu n'as toujours pas progressé puisque ta haine vis-à-vis de moi n'est toujours pas suffisante. » Et à partir de ces 2 phrases qui ont été entendues par les petits frères, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va glisser directement à la 4e étape, à savoir la destruction. Et les 2 petits frères vont arriver exactement à la même conclusion. Je vais devoir détruire mon frère, que ce soit en tant que shinobi ou que ce soit en tant que footballeur. Et j'avoue que cette
similitude m'a extrêmement fait plaisir parce que je me suis dit, ok, c'est plutôt bien mené. Vous avez touché ma petite corde sensible. Vous m'avez ramené à la bonne époque de Naruto. Moi, je valide complètement. Mais il va y avoir quand même une certaine différence, notamment lorsqu'on va avoir les affrontements entre Rin et Sae. Et c'est là qu'en fait, on va avoir une distinction très claire qui va se faire entre les deux. Bien qu'ils soient faits du même moule, on va avoir l'un qui aura un football très destructeur, mais dans la beauté, et l'autre qui sera très destructeur, mais dans sa face la plus laide. Alors, dans un second temps, nous allons continuer à parler des personnages de la saison 2 de Blue Lock en nous intéressant cette fois-ci au cas de Haiku Oliver, qui pour moi est peut-être l'élément le plus rafraîchissant de cette saison 2, puisque ce dernier me fait énormément penser à Tompa de Hunter x Hunter. Vous savez, cet archétype de personnage qui n'est présent que pour être un obstacle, qui n'est présent que pour briser des rêves et des ailes. Sauf qu'on va apprendre que c'est bien plus profond et bien plus large que ça dans le cas d'Oliver, puisque ce dernier, à l'instar de Rin, à l'instar d'Isagi, a rêvé d'être un buteur. Sauf que ce dernier a dû se heurter à la réalité du football à travers des adultes et des entraîneurs qui vont lui dire « Tu n'as pas à aspirer à un tel titre, conforme-toi plutôt à ce qu'on te dit pour que l'équipe se porte au mieux. » Et au fur et à mesure, Oliver va abandonner ses envies de buteur, va se conformer au moule et en quelque part va éteindre en lui ce feu qui bouillonnait en lui en abandonnant son rêve. Cependant, il va se dire que plus jamais, s'il a l'occasion de croiser quelqu'un qui potentiellement aurait les mêmes ambitions que lui, il ne laisserait pas cette personne être mâchée par ce système et ferait de son mieux pour la protéger. Et c'est pour ça qu'il est au petit soin avec son équipe et notamment avec l'attaquant qui semble avoir un certain potentiel. Et c'est là qu'on se rend compte que cet Oliver aurait pu tout à fait être dans le Blue Lock. Et là, en se rendant compte qu'il fait face à des versions de lui ou en tout cas à des personnes dont il aimerait partager le quotidien ou être carrément à leur place, il va se dire « Ok, vous voulez briser le football japonais actuel, je suis peut-être le meilleur représentant de ce que le football peut faire à nos jeunes recrues. Vous devez donc me battre pour espérer changer les choses. » Et quand tu vois le rôle qu'il s'auto-attribue et quand tu connais son passif, ça rend la chose encore plus consistante et surtout les échanges et les affrontements avec Oliver d'autant plus intéressants. Et je l'avoue, ça j'ai vraiment kiffé. À ce stade, on approche tout doucement de la conclusion de la vidéo, mais avant cela, j'ai quand même quelques derniers points à aborder avec vous. Et parmi ceux-là, on va retrouver la déconstruction du mythe de l'amitié, puisque vous le savez comme moi, dans les shonen de sport traditionnels, les thèmes qui sont régulièrement mis en avant sont la solidarité et l'amitié, deux éléments essentiels à la cohésion du groupe, mais surtout essentiels pour atteindre l'objectif commun à tous les shonen de sport, j'ai nommé la Winter Cup. Et tous les éléments que je viens de citer ne seront pas présent dans Blue Lock. Il n'y aura pas de Winter Cup, il n'y aura pas de solidarité, il n'y aura pas d'amitié. Vous le savez, il ne sera question que d'ego. Et cet ego est extrêmement présent et bien utilisé dans cette saison 2 à travers son personnage maître, j'ai nommé Ego, qui va pousser ceux qui sont titulaires, on va dire par rapport au fait d'avoir réussi l'examen, à choper la place des premiers et forcer les premiers en quelque sorte à vouloir garder leur place et maintenir une espèce de cohésion basée sur des rapports entre collègues, je dirais. Et j'avoue que s'éloigner de ces thématiques traditionnelles, c'est assez intéressant et rafraîchissant. C'est des choses qu'on avait déjà dans la saison 1 et qui se perpétuent dans cette saison 2 pour notre plus grand bien. Mais malheureusement, bien que ces éléments soient évidents, il y en a un pour qui ce n'est pas du tout évident, ce qui m'amène à un petit point négatif. J'aimerais vous parler de la bipolarité de Isagi. Ce personnage, par moments, il me frustre de fou furieux. Autant des fois, il comprend qu'il faut jouer pour son propre ego et que ses potes, entre guillemets, ne sont que des collègues ou des tremplins qui vont lui permettre d'atteindre son objectif. L'instant d'après, il va se dire finalement ce gars-là il est sympa, hein. Je peux peut-être pas me lier d'amitié avec lui, mais peut-être qu'on peut avoir un lien. L'instant d'après, il se fait bouffer son jeu par je sais pas moi, Barreau par exemple, et l'instant d'après il va se dire non, finalement je suis né seul, j'ai vécu seul, je manquerai seul et je mourrai seul. Et autant ça pouvait être pas trop gênant dans la saison 1 parce que entre deux crises de bipolarité de Isagi, nous avions quelques sas de décompression, nous intéressant à d'autres personnages ou à d'autres sujets de la série. Or, la saison 2 est concentrée sur le même match et quasiment tous les moments introspectifs ne passent que par Isagi. Et du coup, pour moi, c'était extrêmement lourd parce que je n'avais pas de pause entre ces crises et ça m'a un petit peu perturbé. Mais au global, vous l'aurez compris, à part le point négatif évident qu'est l'animation,
animation, à part la bipolarité de Isagi, Blue Lock, c'est une série que globalement j'ai apprécié étonnamment suivre. Ça y est, nous y sommes. Je sais que vous l'attendiez depuis le début de la vidéo. À quoi ressemble ma version parfaite de Blue Lock? Je vous invite à me suivre et à me faire confiance et imaginez seulement déjà une animation à la hauteur de celle de Haikyuu. Ensuite, pour l'ambiance du stade, rappelez-vous ce qu'on avait dans Kengan Ashura et imaginez la même dans le stade du Blue Lock. Ensuite, pour le commentary, on reste sur Kengan Ashura et je vous demande de vous rappeler de la fille du président, comment elle mettait de l'énergie dans la présentation de chacun des combattants, comment elle mettait de l'énergie dans son commentary, c'était juste exceptionnel. Et ensuite, parce qu'on le sait, il y a un petit côté introspectif, un petit peu narratif, imaginez seulement le narrateur de Hunter x Hunter pour tous les moments introspectifs. Franchement, ce serait banger. Mais attendez, nous n'en avons pas encore fini. Est-ce que vous vous rappelez des dernières saisons de Kuroko's no Basket qu'ils ont fait des présentations des joueurs et des intermittents façon NBA? Imaginez-vous cela dans Blue Lock façon FIFA, ce serait la cerise sur le gâteau. Mais attendez encore une fois, imaginez la pépite de chocolat sur cette même cerise au niveau des OST façon Bleach. Ce serait juste incroyable. Voilà, vous avez selon moi tous les éléments qui feraient de Blue Lock l'anime de sport parfait. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous auriez fait de Blue Lock pour qu'il devienne un bon anime de sport selon vous. Et en attendant que cela se passe, bien évidemment, je vous souhaite une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.